Madame, Monsieur, bonjour chez vous et bienvenue à ces 13 heures. On va débuter ces bulletins d'information avec cette information en bref. Le président Félix Tshisekedi se rendra bien à Dar es Salaam en Tanzanie pour participer au sommet conjoint SADC et EAC sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Confirmation faite par sa porte-parole Tina Salama qui a indiqué par ailleurs que l'échange direct entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'est pas à l'ordre du jour. Et puis, mis sur pied mardi 4 février dernier, à l'issue de la plénière inaugurale de la session extraordinaire sur demande du chef de l'État, la commission mixte Assemblée nationale-Sénat chargée d'examiner en profondeur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, marquée par l'occupation de l'armée rwandaise, a bouclé ses travaux mercredi 5 février par la présentation de son rapport général. Plusieurs recommandations, stratégies politiques et diplomatiques dont la primeur est réservée au président de la République ont été formulés. C'est un reportage de Théodore Ngandou rendu par Gigi Nende. La commission mixte Assemblée nationale-Sénat, supervisée par les rapporteurs Jacques Njoli et Nefertiti Ngoudiaza, s'est réunie le 5 février 2025 au Palais du Peuple, divisée en 5 sous-commissions, défense et sécurité, politique, administrative et juridique, socio-culturelle, relations extérieures et écofines. Les parlementaires ont exprimé leurs préoccupations concernant la situation des habitants de l'Est du pays et ont formulé plusieurs recommandations. Ces différents rapports qui ont été adoptés par chacune de 2 chambres seront moulus dans un document unique dont la primeur est réservée au chef de l'État. Toutefois, nous aimerions porter à la connaissance de la nation congolaise que les sénateurs de la République, soucieux du bien-être de nos concitoyens, ont proposé au chef de l'État des stratégies portant globalement sur le renforcement de la sécurité de nos frontières et de la protection de notre territoire national, la sauvegarde de notre souveraineté en tant qu'État, la sécurisation de nos populations, le renforcement de nos forces de sécurité, la condamnation de nos agresseurs et la sauvegarde de notre indépendance économique. Des éclaircissements ont été apportés par plusieurs membres du gouvernement, dont les vice-premiers ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires sociales, ainsi que la vice-ministre des Affaires étrangères. Chaque sous-commission a analysé la situation de l'Est et proposé des stratégies politiques et diplomatiques pour résoudre la crise. Avant la suspension de la plénière, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a félicité les membres de la commission pour leur travail et a réaffirmé la condamnation de l'agression rwandaise en RDC, soutenue par le M23. Je voudrais rappeler que le Sénat condamne avec la plus grande fermeté la barbarie perpétrée à l'est du pays par le Rwanda et ses supplétifs. Je voudrais rappeler la solidarité envers les populations de cette même partie du pays. Je voudrais également mentionner notre adhésion aux affirmations et aux condamnations, la passivité de la communauté internationale formulée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aussi adhérer à cet appel à la cohésion nationale et à la mobilisation tout azimut derrière nos forces armées et nos vaillants Wazalendo qui continuent de se battre sur le terrain. Je vous remercie une fois de plus, honorables sénateurs, pour votre disponibilité pour la patrie. Et je ne peux que vous demander de continuer à rester autant disponible chaque fois que cela vous sera demandé. Samaloukonde a également annoncé que la présentation des 2 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, le deuxième point à l'ordre du jour, interviendra prochainement selon un programme public.
Et puis, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec une délégation de l'inspection générale des finances dirigée par Jules Alingué-Tekei, l'inspecteur général, chef de cette institution en charge du contrôle de finances publiques. Au centre de leurs échanges, la supervision de la gestion de finances publiques afin de s'assurer que les dépenses respectant les orientations du chef de l'État, particulièrement en cette période de crise provoquée par l'agression rwandaise. Suivez. Suite à l'aggravation de la crise dans la partie est de la RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a exhorté le gouvernement à adopter des mesures strictes pour réduire les dépenses des institutions publiques. Dans ce contexte, la première ministre Judith Suminwa a sollicité l'inspection générale des finances IGF pour accompagner cette initiative. Elle attend en effet un soutien crucial de l'IGF pour superviser la gestion des finances publiques et s'assurer que les dépenses suivent les instructions du chef de l'État. Au cours de cet entretien, Jules Alingué a exprimé ses félicitations à la première ministre pour son engagement en faveur de la gestion rigoureuse des finances publiques et pour les actions entreprises en ce sens. Il a également précisé que l'IGF veillera à ce que les dépenses urgentes soient strictement limitées à celles relatives à la sécurité et aux déplacements indispensables, ajoutant qu'un arrêté interministériel a déjà été pris en ce sens. Il y a un mois, un arrêté interministériel de finances-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec les déplacements des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances et qui méritent une attention particulière du gouvernement. De son côté, la première ministre a réaffirmé sa volonté de voir l'IGF jouer un rôle central dans l'optimisation des dépenses publiques et la maximisation des recettes. Jules Alingué a également profité de l'occasion pour soumettre à la première ministre plusieurs dossiers économiques et financiers, y compris ceux portant sur les exonérations fiscales exceptionnelles. Il est important de rappeler que la rationalisation des dépenses publiques constitue un axe fondamental du programme d'action du gouvernement suminwa tel qu'indiqué dans son deuxième pilier. La guerre entre le M23 et les FARDC dans la partie est de la République démocratique du Congo affecte même le secteur sportif. Le championnat national de football, la Ligue 1, dont la phase allée peine à toucher à son terme. Suivez. La guerre entre l'armée rwandaise en compagnie du M23 et les FARDC dans la partie est de la République démocratique du Congo affecte même le secteur sportif. Le championnat national de football Ligue 1 dont la phase allée peine à toucher à son terme. Le premier à être touché par cette guerre sont les clubs du Nord et Sud Kivu qui ne peuvent se déplacer pour rejoindre les lieux prévus pour leur match en retard de la phase allée du championnat national. Le cas le plus récent concerne la formation de l'Étoile du Kivu qui ne s'est pas rendue à Kindu pour être reçue par l'AS Maniema Union le dimanche dernier faute d'avion. Même situation que traverse l'équipe des Bukavu Dawa, un autre club du Sud Kivu qui va manquer son match en retard qui était prévu pour le mercredi 5 février dernier à Kindu. Cette situation a poussé les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association à convoquer une réunion de crise ce jeudi pour tabler sur l'avenir du championnat. La fin de la saison sportive en RDC est prévue au 31 mai prochain. La Fédération congolaise de football avait en décembre dernier conditionné la publication du calendrier de la phase retour à l'organisation de tous les matchs allés. À l'international, près de 3 ans après l'annonce officielle de sa création, la banque supranationale spécialisée dans les financements de projets pétroliers et gaziers en Afrique tarde à voir le jour. Plusieurs pays membres n'ont pas encore apporté leur contribution à son capital initial qui s'élève à 5 milliards de dollars. Damani Mujinga. La Banque africaine de l'énergie, une nouvelle institution panafricaine dédiée au financement des projets pétroliers et gaziers en Afrique, espère entamer ses activités d'ici mi-2025. La création de l'AEB avait été annoncée en mai 2022 par Afrexim Bank et l'Organisation des producteurs de pétrole africains.
En juillet 2024, le Nigeria a été choisi pour accueillir le siège de la nouvelle institution qui disposera initialement d'un capital de 5 milliards de dollars. Aucun détail n'a filtré sur les contributions des États et des institutions financières au capital de la banque qui devrait contribuer à réduire la pénurie de financement des énergies fossiles en Afrique dans un contexte de désengagement accru des bailleurs de fonds internationaux de ce secteur. De son côté, la Banque européenne d'investissement s'est engagée à mettre fin au financement des projets liés aux énergies fossiles à partir de fin 2021. Soumises à une pression croissante de la part des ONG environnementales, les compagnies internationales spécialisées dans l'exploitation des hydrocarbures se désengagent quant à elles de plus en plus des actifs africains pour diverses raisons, dont les risques environnementaux, politiques et sécuritaires. Dans le même temps, peu de compagnies pétrolières nationales africaines disposent des moyens pour combler le déficit croissant de financement alors que près de 600 millions d'Africains n'ont pas encore accès à l'électricité. C'est la fin de ce trésor, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé. Cette fois-ci, il sera présenté par Fiston Oliko. Au revoir.